Bienvenue à tous. Si vous aimez les mystères qui défient la raison et les récits où le destin bascule en un instant, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers d'un maître absolu du suspense, Pierre Bellemare. Mais attention, je ne vais pas simplement vous lire ses textes. Je vais me réapproprier ces histoires extraordinaires, ces dossiers extraordinaires, pour vous les raconter à ma manière, avec ma propre vision et mon propre souffle. Attachez vos ceintures, car la frontière entre le réel et l'incroyable est parfois bien plus fine qu'on ne le croit. Voici une histoire que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Quelqu'un à qui je résumais ce dossier, il y a quelques jours, a eu cette réflexion curieuse. Il m'a dit, oh, dans le fond, si ces gens-là avaient eu la radio et la télévision, je suis sûr qu'il serait rien passé. Mais ils s'ennuyaient à cette époque-là. Voilà donc un homme de la fin du XXe siècle qui pense que ces gens-là, ceux du début du siècle, ne se seraient pas entretués s'ils avaient eu de quoi se distraire. Drôle de façon d'envisager le crime. Un passe-temps en quelque sorte. Cette réflexion m'a tout d'abord surpris, et puis je me suis rendu compte que l'histoire peut se résumer d'une manière telle que la conclusion de mon interlocuteur s'imposait. Après tout, en 1901, dans cette campagne-là, c'est vrai que les soirées d'hiver étaient longues. Et c'est probablement à cause de cela que tout a commencé et que tout a fini d'ailleurs. Mais c'est quand même difficile d'imaginer une chose pareille. Une voix chuchotant dans une oreille. Devine qui nous allons tuer ce soir. Nous sommes donc à la campagne, la vraie campagne, celle des charrues, de la terre rebelle, du foin et de l'herbe drue. On y travaille de l'aube au coucher du soleil tout l'été, et l'hiver on fait le reste. Dans cette ferme-là, sur cette terre-là, on a la vie dure. La mère Martine a 40 ans, elle est belle, autoritaire et travailleuse. Le père fait tout ce qu'elle lui dit, et ne s'occupe pas du reste. Le fils aîné, Jean, restera pour travailler la terre. Le cadet, François, partira à la ville. François, le cadet, c'est l'intellectuel de la famille. Le service militaire a suffi pour le dégrossir et lui donner l'envie d'autre chose. Par exemple, il a pris en main l'épicerie d'une vieille tante à la ville, et il en a fait ce que l'on appellerait maintenant un petit supermarché. Il est donc commerçant, bien établi, donc il épouse une institutrice, il est heureux, donc on ne parlera plus beaucoup de lui dans cette affaire. Jean, l'aîné, lui, nous intéresse. C'est Jean le cutéreux. Jean, la bête de somme. Pour lui, les portes de la ferme sont toujours trop petites. Il a besoin d'hectares pour respirer, d'horizons pour regarder. Jean ne partira jamais d'ici. Jamais. Et ce jour d'automne 1901, Jean est en colère. Tout son grand corps est en colère. Une colère muette, une colère immobile, mais impressionnante quand même. Devant lui, la mère argumente. On fera ce que j'ai dit. Ça fera de l'ouvrage pour l'hiver, et puis on verra du monde. De quoi s'agit-il exactement? D'ouvrir une auberge. La ferme est grande, isolée sur le haut plateau, elle a l'avantage d'être sur le passage des routiers. La production de vin est importante et son écoulement difficile. En mélangeant tous ces éléments, la mère a trouvé la solution, une auberge. Toute la salle du bas, qui servait de séjour, sera donc une salle d'auberge, et le vin s'écoulera sur place, de lui-même. Le père n'aura qu'à monter les tonneaux de la cave. La mère servira les clients et Jean, eh bien Jean, il fera le reste. Tout est décidé. L'assistance publique a déjà envoyé une gamine pour donner la main. Une Marie de 17 ans, ronde de partout. Avec quelques claques, on lui apprendra la plonge et l'art de la serpillière. La mère donne les ordres. Que le père mette le vin en bouteille. Que le fils aille couper le bois pour les tables et les bancs. Que la Marie torchonne. Et que tout le monde se taise. Ainsi soit-il. À l'entrée de l'hiver, l'affaire tourne rond et Jean le cutéreux n'a plus qu'à ranger sa colère. Et d'où vient-elle cette colère au fait? Et pourquoi ce grand costaud de 20 ans ne serait-il pas content de trinquer avec le monde?
Quelqu'un essaie de le savoir, naïvement, et en utilisant les moyens du bord. C'est la Marie. Chaque fois qu'elle peut laisser ses torchons, elle trouve un prétexte pour aller taquiner ce bougon de Jean dans l'arrière-salle. « Et si tu m'aidais à décrocher le jambon ?» Grimpée sur un tabouret, les mains sur ses hanches rondes, la Marie se prétend trop petite pour attraper la charcuterie pendue à la poutre. Elle cherche le contact, elle provoque le frôlement. Son jupon se retrousse par inadvertance, sa blouse craque sous l'effort, et la voilà qui tombe par hasard dans les bras du costaud et qui s'y attarde. « Ben qu'est-ce que tu as, tu tiens pas debout ?» D'une bourrade, Jean a repoussé les 60 kilos de chair fraîche. Il regarde la donzelle avec étonnement, et lentement il comprend. Ses joues rouges, ses cheveux ébouriffés, cet œil en dessous. Mais il faudrait être stupide pour ne pas y voir la plus vieille invitation du monde. « Fous-moi le camp, ou je le dis à la mère. »« Ah, vas-y toujours. Non mais, regardez-moi ce grand nigaud. Ta mère, elle a rien à dire. Elle fait bien pire que ça. » Il en pleurait de colère le Jean. Car la petite garce a raison. Depuis que l'auberge est ouverte, tous les hommes tournent autour de la mer. Et Jean ne peut pas supporter ça. Chaque rire, chaque regard que la mère accorde est une souffrance. Chaque supposition entretient sa colère. Et la Marie va payer pour avoir deviné ça. Oh, pas très cher, mais elle va payer. Une bonne rouste, comme on dit. Juste de quoi la faire pirailler un peu. Juste de quoi être ridicule quand elle ira raconter ça aux autres, à sa manière, bien sûr. Vous savez pas? Le Jean, il veut pas des filles. Parce qu'il en pince pour sa mère, si c'est pas honteux. C'est sûrement honteux. Sinon Jean ne serait pas si malheureux. Maintenant que le bruit court, et que les gens l'observent, ils pourront en témoigner. Si Jean ne voulait pas de l'auberge, c'est parce qu'il voulait garder sa mère pour lui tout seul. À présent, il faudrait partager. La Martine est plutôt accueillante, et puis son mari n'y trouve rien à redire. D'ailleurs, dans l'histoire, le cocu, finalement, ce n'est pas le père, c'est le fils. À présent que la situation est claire, le drame qui va suivre vous apparaîtra, comme à tout le monde, à l'époque normale et logique. D'ailleurs, vous aurez des preuves et la conscience tranquille pendant quelques années. Décembre 1901, 4 heures du matin, une vraie nuit d'épouvante. Le vent, la pluie, et un homme qui court comme une bête affolée sur le chemin détrempé. Il court 3 kilomètres, de l'auberge à la gendarmerie. Il frappe, il tambourine, il crie, il se bat contre la tourmente pour arriver à se faire entendre du brigadier. « Assassiné, Lamartine! Et son Harry, mort! Ils sont morts, assassinés !» On réveille le vieux médecin du village, on selle les chevaux, et on refait le chemin dans la tempête. L'homme, un fermier voisin de l'auberge, raconte. « J'étais là-bas vers 1 heure du matin, quand je les ai vus, morts tous les deux. J'ai couru jusqu'ici. »« Et qu'est-ce que vous faisiez à l'auberge à 1 heure du matin? Martine, elle ferme à 10 heures? » Oh, c'est tout simple. Depuis 3 mois environ, Louis Bellet, le fermier voisin, est l'amant de Martine. Dès que sa femme est couchée, il va la rejoindre, en douce. Jusqu'à présent, sa femme n'était pas au courant, mais maintenant... Bref, il est arrivé par les champs comme d'habitude, il est entré par la porte du cellier, il est monté jusqu'à la chambre au premier étage, personne. Curieux, car il devait l'attendre. Alors doucement, il a entrouvert la chambre du mari pour voir si par hasard... Mais le mari complaisant était seul dans son lit. Mort. Horriblement mort. Un corps, une tête et plus de coups. Pris d'une frousse épouvantable, notre homme dégringole dans la salle commune et découvre la Martine morte, elle aussi, avec un marteau à côté d'elle et presque plus de tête. Alors il s'est mis à courir comme un fou, le Louis Bellet, jusqu'à la gendarmerie, à pied dans le noir, le vent et la pluie, comme s'il avait le diable aux trousses. Et le fils? Et Jean? Mort, lui aussi? Non, disparu. Car le coupable, c'est lui. La preuve est là, trempée de pluie, poussée par le vent, c'est un miracle si la lettre n'a pas disparu, car Louis Bellet avait laissé la porte ouverte dans sa fuite éperdue. La lettre est adressée à François, le fils cadet, et signée de Jean.
On lit mal le début, car la pluie a détrempé certains mots. Adieu, misérable, plus... La fin se voit mieux. J'emporte l'argent, tu auras la maison et les champs, j'embrasse ta famille, Jean. C'est l'écriture de Jean. Un expert le confirmera. Quant au mobile, nous le connaissons, son frère. On ajoutera un s'il en était besoin. Jean voulait partir, il avait demandé sa part d'héritage, et la mère la lui avait refusée. Il ne reste qu'à chercher le coupable. Et on va le chercher longtemps, jusqu'en Amérique du Sud, où la famille a des cousins. On ira bien loin, sans jamais le retrouver, alors qu'il était si près. C'est une bien drôle d'histoire, vous allez voir. Mais après la page de publicité, chaque chose en son temps. La façon dont Jean le Cutéreux, assassin de son père et de sa mère, a disparu dans la nature est extraordinaire. À croire qu'il avait préparé sa fuite depuis longtemps. Pas une piste, pas le moindre signalement. Rien. On pense même qu'il s'est suicidé en se jetant dans une rivière quelconque. On le juge par contumace, on le condamne à la peine de mort, et au bout de 10 ans, 1911, l'affaire est classée. L'oubli s'installe d'autant plus que François le Cadet, et unique héritier, ne reprit pas la terre. Il n'en voulait déjà pas avant le drame, il l'abandonna complètement après, en la revendant à bas prix aux paysans voisins. La ferme tomba en ruine, personne ne reprit l'auberge, et le temps passa jusqu'à la guerre de 14. Seul survivant d'une famille disloquée, François faisait fortune à Clermont-Ferrand dans l'épicerie. Il ne parlait jamais de son frère, cet assassin envolé, qui devait traîner ses guêtres et son remords quelque part aux Amériques. À présent, vous vous posez des tas de questions et vous cherchez la fin de l'histoire. Vous pensez peut-être que je ne vous ai pas tout dit, qu'il y a d'autres hypothèses. Par exemple, la Marie. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la Marie, la petite servante, qui proposait ses charmes sans ambiguïté? Est-ce qu'elle n'aurait pas trempé dans l'affaire d'une manière ou d'une autre? Eh bien non. Le soir du double crime, elle dormait dans sa soupente au-dessus de la grange, elle n'a rien entendu, et l'assistance publique s'est chargée de la replacer ailleurs, ainsi vont les petites souillons orphelines. Et si c'était François le Cadet, l'ambitieux, s'il était revenu un soir pour hériter à sa manière sans que personne ne s'en doute? Non plus. Il était bien chez lui avec sa femme et ses enfants, et à plus de 100 kilomètres de la ferme paternelle. Impossible. Bon, alors un rôdeur. Mais non, puisqu'il y a la lettre de Jean. Peut-être un crime de jalousie. Le mari tue sa femme, se suicide, et le pauvre Jean, découvrant le drame, s'enfuit de terreur. Ridicule. Personne n'a jamais réussi à se suicider en séparant d'un coup de hache sa propre tête de son propre corps. Non, ce qu'il faudrait, c'est retrouver Jean le Cutéreux. Lui seul peut tout expliquer. Le 17 mars 1915, 14 ans après le crime, alors que personne ne se pose plus de questions, voici venir la traditionnelle lettre anonyme. Elle arrive chez François le Cadet à Clermont-Ferrand, dans son épicerie. Monsieur François, il est temps de vous le dire, votre frère Jean n'est pas coupable. Au contraire, c'est lui qui a été assassiné en premier d'un coup de couteau en plein cœur. À l'est de la ferme, il y a un étang. Si vous prenez la peine de le vider, vous le trouverez. Et s'il n'a pas été mangé par les carpes, vous trouverez sûrement la montre que l'assassin ne lui a pas pris, et la pierre meulière qu'il a attachée à son cou. À bon entendeur, salut. François le Cadet bondit chez le procureur, montre la lettre, et déclare « Je paierai ce qu'il faut pour assécher les temps, je veux savoir si mon frère est innocent. » Il y avait la pierre, la corde, la montre, quelques ossements éparpillés dans la vase. Les chaussures étaient encore reconnaissables. Jean le Cutéreux était bien là, depuis 14 ans. C'était le 4 avril 1915, en présence de tous les paysans des environs. Le lendemain 5 avril 1915, on découvrait dans la ferme des Bellets, la plus proche voisine, 2 pendus. Louis Bellet, l'amant de Martine, celui qui avait découvert le crime en 1901, et sa femme Victorine. La veille,
Ils étaient là tous les deux curieux, comme tous les autres, de voir apparaître les restes de Jean le cutéreux. Et le lendemain, les voilà pendus tous les deux à la poutre de leur chambre. Heureusement, une troisième et dernière lettre, plus longue que les autres, va éclairer ce mystère. Moi, Louis Bellay, je déclare avoir tué Jean, Martine et son mari de la ferme auberge. Je l'ai fait avec l'aide de ma femme et d'un valet de ferme catalan, Franco Sparnero. C'est lui qui a jeté le cadavre de Jean dans l'étang pour qu'on le croie coupable. C'est ma femme Victorine qui a eu l'idée et qui a écrit la lettre. Elle a imité l'écriture, et elle a dit de la laisser sous la pluie pour que les gendarmes lisent moins bien ce qui était écrit. Alors on a attendu qu'il pleuve. J'ai été obligé de les tuer à cause de ma femme Victorine. Elle se plaignait d'être seule à la maison pendant que j'allais à l'auberge. Elle m'a menacé de me dénoncer aux gendarmes pour la contrebande si je ne tuais pas la patronne. On en a parlé ensemble, et ensuite, elle a pensé qu'il valait mieux les tuer tous les trois. Comme ça, nous pourrions racheter la terre à François, qui la vendrait sûrement en dessous du cours pour s'en débarrasser. Tout s'est bien passé, et j'ai racheté la terre comme elle avait dit. On a payé Franco et il est retourné en Espagne. Il est mort dans une bagarre. On l'a su par sa famille à Barcelone. Victorine, ma femme, a écrit la lettre anonyme à François le mois dernier parce que nous nous sommes disputés. Elle voulait renvoyer la servante et moi je ne voulais pas. Elle ne voulait pas que je m'amuse pendant qu'elle s'ennuyait. Ma femme Victorine est mauvaise. Quand on a retrouvé les affaires de Jean hier dans les temps, elle m'a dit « Maintenant, je n'ai plus qu'à dire que c'est toi qui l'as tué. Je le ferai peut-être un jour. Si tu veux que je me taise, faut d'abord renvoyer la servante. » Ce matin, j'ai pendu ma femme Victorine à la poutre de la grange. J'ai glissé la corde autour de son cou pendant qu'elle dormait. Maintenant, je vais me pendre aussi. J'écris pour des aveux sincères et véritables, et pour que les gens me pardonnent. Signé Louis Bellay. Ah, qui aurait pu imaginer une chose pareille? La Victorine aussi sévère qu'une chanoinesse, bigote comme pas deux. La Victorine si renfrognée qui avait peur d'avoir des enfants rien qu'en regardant un homme dans les yeux. La Victorine avait tout combiné, tout décidé. Elle avait fait de son mari un assassin et de son valet un tueur à gages. Elle avait construit toute seule un feuilleton à épisodes sur 14 ans. Et pourquoi? Par jalousie? Rien n'est moins sûr. Au fond, elle détestait son mari comme tous les autres hommes. Par intérêt? Accessoirement oui, mais ce n'est pas le principal. Alors pour quelle autre raison? Et pourquoi cette dénonciation à retardement alors qu'il ne risquait plus rien depuis longtemps? Eh bien, peut-être par ennui. Dans le fond, c'est bien possible. Si Victorine avait eu quelque chose à faire pendant les longues soirées d'hiver, elle n'aurait peut-être pas imaginé tout cela. Et si Victorine n'avait pas cultivé l'ennui à ce point, son mari n'aurait jamais peut-être trompé le sien en trompant sa femme, et rien ne serait arrivé. D'ailleurs, la lettre le dit bien, elle ne voulait pas que je m'amuse pendant qu'elle s'ennuyait. Il y a des femmes qui ont l'ennui mortel. C'est ainsi que se termine ce récit. Pierre Bellemare disait souvent que la réalité dépasse la fiction, et je crois que cette histoire en est la preuve parfaite. J'espère que cette réinterprétation vous a captivé. Et vous, qu'en pensez-vous? S'agit-il d'un simple hasard ou d'une force qui nous dépasse? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos théories. Si ce format vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous avec l'insolite. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire.